در محله نهم پاریس موزه عطر پاریس مکانی است که هر روز نه تنها جهانگردان بلکه خود فرانسویان با عشق و حوصله به اینجا می آیند. اینجا یکی از 5 حس انسانی بویایی به نمایش گذاشته شده است. اما دلیل حضور امروز خانم لیلی انور که شاید به نوعی از هر 5 حس انسانی می گوید. Lélie Anvar, qui est maître de conférence et spécialiste de la poésie persane, et qui va ce soir nous emmener dans un Orient parfumé et rêvé. Je vous souhaite une très belle conférence et je profite d'avoir la parole pour vous remercier parce que je sais que parmi vous il y a de... سخنرانی او با عنوان عطر ادبیات و اشعار فارسی، سخنرانی به زبان فرانسه و برای حفظ ارزش گفته ها ترجمه‌ای به روی صدا گذاشته نشده است. سخنگوی موزه ضمن برشمردن ویژگی‌های سخنرانی خانم انور میگوید در این موزه سالانه چند کنفرانس در زمینه‌های گوناگون فراهم می‌شود، اما چه بهتر که سال تحصیلی با این چنین درسی برای همه ما شاگردان ادب و شعر فارسی پایان بگیرد. Eh ben, merci aussi donc à l'organisation qui se fait très longtemps à l'avance et de cette invitation du musée qui m'a fait grand plaisir, je dois dire. C'est vrai que parler du parfum de la poésie persane dans le musée du parfum, c'est un privilège. Et je vous remercie aussi d'être venus aussi nombreux. Et alors peut-être qu'en passant, vous n'avez pas remarqué, mais je vous le remarquerai peut-être en sortant. Je vais parler de quelque chose qui malheureusement n'existe plus, mais dont on voit une trace dans le musée ici. Donc j'ai été assez émue en venant de voir dans une vitrine cette chose qui est en voie de disparition et dont je vais vous parler au cours de cette intervention. Je vais vous parler donc de poésie persane et des parfums de la poésie persane. Mais très vite, vous allez voir que, au fond, pour parler de cette poésie, il faut d'abord planter le décor. Et le décor naturel de la poésie persane, c'est justement le jardin. Alors, je rentre d'un voyage que j'ai fait en Iran. Je vois quelques visages de personnes qui étaient avec moi lors de ce voyage. Alors, ça va leur rappeler des souvenirs. Je suis sûre qu'ils ont de plus belles photos que moi, mais c'est pas grave. Donc, quand on se promène à Shiraz, on se rend compte qu'il y a énormément de jardins, que les Persans ont vraiment développé l'art du jardin et l'ont amené à un sommet. Et le parfum est toujours lié justement au jardin. Et c'est vrai que là, alors malheureusement, je ne peux pas vous diffuser, il n'y a pas encore de photo olfactive, j'espère que ça va venir un jour, mais d'olfactophoto, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est bien dommage parce que c'est vrai quand on rentre dans ce jardin qui s'appelle le jardin des rames à Shiraz, et c'est en général le premier jour, quand on va à Shiraz, j'emmène toujours les personnes que j'accompagne pour sentir, pour voir bien sûr le jardin, pour voir la verdure, pour voir les fleurs, qui sont le décor naturel de la poésie persane, mais aussi pour sentir le parfum. Donc il faut que vous imaginiez que ça sent l'herbe, les fleurs d'oranger et la rose. Alors pour pallier cette difficulté, on va pouvoir, ici on va vous faire sentir justement la fleur d'oranger. Elle est partie ? Bon, non, elle revient, voilà. Elle est partie chercher une chaise, donc elle va arriver tout à l'heure. Notre hôtesse Charlotte va vous faire sentir le parfum du bigaradier puisque nous n'avons pas de photo olfactive et que nous sommes là, quand même, nous avons l'avantage d'être dans un musée où il y a toutes les essences qui sont présentées. Et alors, quelles sont les caractéristiques du jardin persan dans lequel se passe donc cette poésie, dans lequel émerge la poésie persane? C'est bien sûr la beauté et l'agrément. Cette beauté et cet agrément en fait mobilisent tous les sens. Bien sûr la vue, comme je l'ai dit, puisqu'il y a les couleurs et le contraste entre le vert du gazon et le rouge des roses. Alors là aussi, là il y avait une allée de roses donc, qui était en fleurs. Donc, voilà, ici il y a aussi des roses roses. Mais à l'époque de la poésie persane classique, il n'y avait que des roses rouges. Quand on dit rose, on entend par là la rose rouge. Quand vous parlez de poésie persane classique, c'est quelle époque s'il vous plaît?
Pardon, je vais y revenir. De toute façon, quand je vais vous donner les dates des auteurs, mais bon, puisque vous avez posé la question, la poésie persane classique, elle date de, c'est la poésie qui a été produite de la fin du 9e siècle, disons du 9e siècle jusqu'au 19e siècle en Iran. Donc c'est une très très grosse période. Moi, je vais vous parler que de quelques poètes qui sont les grands sommets en fait de cette tradition. Il y a eu des milliers de poètes pendant c'est plus d'un millier d'années. Donc les caractéristiques du jardin persan, c'est que il est fait pour le plaisir de la vue, mais aussi de l'ouïe, parce que là c'est pareil, j'aurais pu faire un enregistrement, mais en fait on entend les oiseaux, et aussi beaucoup le piaillement des enfants, il faut dire, maintenant, mais à l'époque classique, je ne pense pas que les enfants étaient tellement autorisés dans les jardins, on n'entendait que les oiseaux, et bien sûr le bruit de l'eau. Donc il y a la vision, il y a l'ouïe, et il y a l'odorat, évidemment, qui est vraiment très très important, puisque, on va le voir, l'odorat ressemble à s'y méprendre à la poésie, puisque c'est ce qui permet de rendre présent une absence. Je dirais que le parfum, c'est la présence d'une absence. Et c'est finalement ce que va essayer de faire la poésie, de nous rendre présent quelque chose qui est absent. Alors, ce quelque chose qui est absent, je vais y venir aussi un peu plus tard. Il faut bien que je fasse un peu de teasing. Cette synesthésie, elle concerne aussi les autres sens, finalement, puisque donc la vue, l'ouïe, l'odorat sont évidemment les trois essentiels, mais il y a aussi le toucher, parce qu'on va nous parler de l'habit de velours des fleurs, des tissus de soie et les brocarts, etc., les velours qui sont sur lesquels on s'assoit pour profiter bien sûr du jardin, et aussi le goût, puisque dans le jardin il y a aussi des fruits, et que les fruits font les délices de celui qui veut profiter du jardin. Il n'y a pas que les fruits, il y a aussi un certain jus d'un certain fruit, c'est-à-dire le vin, qui joue un rôle essentiel dans la poésie persane et dans le jardin persan. Et le vin va être évoqué en termes bien sûr de couleur, de goût, mais aussi en termes d'odorat, parce que dans toute la poésie bachique, on dira que le vin est musqué, qu'il a un parfum de rose, qu'il a un parfum de jasmin, et il semblerait que, en fait, les Persans de l'époque médiévale mettaient dans le vin vraiment des essences. En fait, ils parfumaient le vin à la rose, ils parfumaient le vin au musc, etc., pour lui donner un parfum supplémentaire. Donc vraiment, tous les sens sont mobilisés. J'en veux pour preuve un poème. Bon, l'auteur s'appelle Manoucheri, mais je ne vous ai même pas mis son nom, etc., parce que je ne veux pas vous charger de trop de noms. C'est un auteur du XIIe siècle, et c'est un grand auteur bachique de la poésie de cour. Et voici ce qu'il dit d'une scène de jardin qui se passe donc au moment du printemps. Posé sur la branche de l'arbre de Judée, le rossignol est un poète énamouré. Sans mesure ni prosodie, il fait des vers. Jamais pourtant poète n'a fait d'aussi beaux vers. Vous voyez quand même que ça commence par le rossignol qui est aussi le poète. Sur l'arbre de Judée, il y a le rossignol qui est le poète. Sur les pétales blancs du jasmin frais, voilà qu'une fiole de vin rouge est versée. Mais comment eût-il pu tourner sa noble tête, tant son parfum suave pesait sur son cou frêle, parce que le jasmin est évidemment très très frêle comme fleur. Au cœur de la tulipe, si le sens est figé, c'est la peur de penser que la vie va passer. Regarde le buis en sa belle chevelure, et puis le grenadier en sa belle parure. Ô nouvelle saison, printemps si bien paré, ornement du monde, parure chamarrée, jardin d'Éden par tes tableaux et tes couleurs, tu es nuit du destin quand rayonne ta lumière, par tes parfums suaves et par ton doux zéphyr, tu es comme du musc et comme l'ambre gris. Alors le musc et l'ambre gris, je vais vous en parler tout à l'heure. Si Charlotte est revenue? Non? Pour vous faire sentir, non, elle est toujours pas revenue, pour vous faire sentir le parfum de... C'est pas grave, ce sera pour tout à l'heure. Voilà, un autre poète dira dans le même esprit, tu dirais que la brise est comme le souffle de Jésus, fils de Marie, le zéphyr a changé en parfum de musc la terre verdoyante. Oui, de fait, quand on y pense, le musc n'est qu'un souffle. Le monde végétal enfin se nourrit de l'élément liquide. Quoi d'étonnant, puisque tout nouveau-né se nourrit de liquide.
considère la coupe de la tulipe comme la coupe de vin, car tout autour du jardin, le temps est à la joie de la fête et au vin. Alors moi, là, je vais faire sentir les parfums de fleurs d'oranger. C'est là où j'interviens. Je disais, comme je n'ai pas encore de photo olfactive, c'est vous qui allez leur faire sentir ça. Ça pourrait venir un jour, mais pour l'instant. Alors, si vous visitez un jour la ville de Chiraz, à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, voilà le parfum que vous sentirez en déambulant dans ces jardins au milieu des orangeraies. On en fait passer une pour deux, si c'est possible. Donc on a vu dans les deux extraits que je viens de vous lire, ce qui est important de souligner, c'est que le jardin pour les Persans donc est jardin d'Éden. C'est le paradis descendu sur terre et chacun sait que dans le paradis, il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de verdure, mais il y a aussi beaucoup de parfums variés qui sont le plaisir de l'âme. Et c'est là que on commence à comprendre que le parfum, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant pour un poète, d'une certaine façon, puisque ça relève de l'invisible. Et que la puissance du poète va consister, par les mots de la poésie, à nous faire sentir des parfums qui ne sont pas là. Et de là, j'arriverai à la mise en présence, finalement, du corps parfumé de l'aimé dans la poésie. Et peut-être, donc, ce qui est encore plus important que la réalité du parfum, même si vous êtes en train de le sentir, c'est son irréalité. C'est le fait que finalement, le parfum, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est très difficile de se souvenir d'un parfum. Et la prétention du poète persan, c'est en vous évoquant les parfums, en vous évoquant un certain nombre de fleurs ou de produits comme le musc dont je vais vous parler, qui sont sources de parfums, eh bien de déclencher en vous la mémoire du parfum, ce qui est en général très difficile à faire. Et ce n'est pas seulement en poésie que les Persans l'ont fait, c'est aussi dans les arts picturaux, puisqu'ils vont représenter les fleurs, et pour un Persan, représenter les fleurs, en général c'est associé d'ailleurs avec le rossignol, ou un oiseau qui chante la beauté et le parfum de la fleur, mais représenter la fleur, c'est aussi normalement convoquer le souvenir de son odeur. Tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas mélanger les parfums, donc je vais attendre un tout petit peu que le parfum de l'oranger passe, et tout à l'heure, on vous fera sentir la rose aussi, le parfum de la rose, puisqu'il est quand même beaucoup question de rose dans cette poésie persane. Et donc, puisque le jardin d'ailleurs n'est pas toujours en fleurs, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? À l'intérieur des palais, dans les maisons, dans les mosquées, dans les jardins eux-mêmes, on va représenter, là par exemple c'est dans un jardin qui est dans la ville de Koshan, où à l'intérieur du jardin, vous avez des fresques qui représentent le jardin. Donc vous avez voilà, le jardin dans le jardin. L'avantage de la représentation, qu'elle soit poétique ou picturale, c'est qu'elle dure toujours. Elle n'est pas sujette au temps qui passe. Et donc, on peut en bénéficier quelle que soit la saison. Et ça, vous en avez d'innombrables de fleurs et de jardins représentés dans les mosaïques à Chiraz, à Ispahan ou à Kashan. Le poète Rumi, poète du XIIIe siècle, disait que pour comprendre la vérité de la poésie, il fallait que les oreilles deviennent des yeux. Et moi, j'ai envie de vous dire que, en fait, quand on parle de parfum et de poésie, il s'agit que vos oreilles et vos yeux deviennent un nez. Alors un nez vraiment dans le sens parfumeur du terme, dans le sens quelqu'un de connaisseur du parfum. Et donc la difficulté va être, la difficulté des poètes, c'était comment en fait représenter une odeur, comment répandre le parfum particulier que l'on veut répandre dans l'univers entier quand on est un poète. Ainsi, par exemple, le poète Hathor disait, à la fin de son œuvre, dans le Cantique des oiseaux, je vais vous, tout à l'heure, il y a un PowerPoint sur lequel vous aurez tous les noms avec toutes les dates des auteurs, comme ça vous serez tranquille.
Pour l'instant, je suis encore dans mon introduction. Donc, il disait de sa propre œuvre qu'elle avait permis de répandre le musc des secrets. Donc, c'est de là que vient le titre de cette intervention. Il dit « Tu as répandu, ô Hathor », donc c'est son nom, « fin parfumeur, le musc des secrets dans l'univers entier. Ton doux parfum embaume les horizons du monde et tu as bouleversé ceux qui savent t'aimer. Kardi ey Hathor bar alam nesar, nafeh asrar hardam sad hezar. Az to por atr ast afaq jahan, vaz to dar shurand ushaq jahan. » Donc, la poésie a un parfum, puisque le poète dit de sa propre poésie « Tu as répandu le musc des secrets dans l'univers entier en composant ta poésie. » Et qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre qu'un poète qui nous dit, par les mots de la poésie, j'ai pu répandre dans l'univers le musc des secrets et le parfum de l'amour. Parce qu'en réalité, c'est ça son propos. Et pour cela, il faut que je vous explique, j'aurais dû mettre mon... Voilà, ça d'abord. Donc, il faut que je vous explique ce que signifie le nom donc, de Hathor. Donc, c'est le premier nom qui apparaît ici. C'est un poète qui est mort en 1221, à un âge extrêmement avancé. Et son nom de plume, donc le nom qui s'est choisi, c'est Hathor. Et Hathor veut dire précisément le parfumeur, mais aussi l'apothicaire, mais aussi le thérapeute. Encore aujourd'hui, dans les bazars d'Iran, d'Afghanistan ou de Tadjikistan, vous avez des petites boutiques qui sont des boutiques de Hathor, où vous avez quelqu'un qui vous vend, qui est un herboriste en fait, qui vous vend à la fois des choses qui sentent bon, il vend aussi des cosmétiques d'ailleurs, il vous vend des parfums naturels, enfin plus ou moins, selon qu'il soit un charlatan ou pas, mais enfin il est supposé vous vendre des parfums naturels et aussi de vous conseiller sur les remèdes naturels, voilà, telle tisane ou telle pommade pour telle ou telle maladie. Et on dit que notre Hathor, donc le poète qui a composé cette grande œuvre que j'ai traduite, le Cantique des oiseaux, était apothicaire dans la ville de Nishapur à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle. C'est fort possible qu'il l'ait vraiment été, mais en tout cas, lui-même, quand il fait allusion à son nom, en général, il ne parle pas tellement de son métier dans la vie, il parle vraiment de sa poésie. C'est-à-dire, il parle de son œuvre comme étant l'œuvre d'un parfumeur et d'un thérapeute spirituel. Je reviendrai peut-être plus tard, si j'ai le temps, sur la notion de thérapie spirituelle. Ici, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le côté, le poète parfumeur. Donc Hathor vient de la racine âtre, la racine arabe âtre, qui est passée en persan, qui veut dire le parfum, justement. Il dit par exemple, le doux parfum du matin, le même Hathor dit, le doux parfum du matin exhale le musc, on dirait. Sans doute qu'il tient cela du souffle de la gazelle à musc. Non, car si le matin répand partout son souffle de musc, c'est qu'il a senti le parfum de l'ombilic de Hathor. En persan, bouye khoshba de saba moshk damad gouiya, kazdam ahuy chin moshk mazid ast sobh. Ni نه از آن است صبح مشک فشان که از هوا نافه عطار را بوی شنیده است صبح. Donc, alors là, on a plusieurs thèmes sur lesquels je vais revenir un peu plus tard, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que notre poète parle du doux parfum du matin qui exhale le musc. Et faisant cela, il fait référence en fait à une tradition poétique déjà bien établie qui veut que le poète, en général, il se lève à l'aube, ou plutôt il va se coucher après l'aube, ayant passé toute la nuit à veiller, à la fois à écouter de la musique et à boire du vin. Et quand arrive l'aube, donc il attend pendant toute cette durée de la nuit, dans laquelle d'ailleurs on peut sentir des parfums tels que l'encens, etc. Mais quand l'aube se lève, on arrête tout ce qui relève de la nuit, dont l'encens fait partie d'ailleurs, on arrête la musique, et là on boit le coup du matin,
qui est le coup de l'aube. Alors, c'est très curieux pour nous, mais enfin, pour les Persans, le meilleur vin, c'est celui qu'on boit le matin à l'aube. Et on voit se lever le soleil, qui va se refléter d'ailleurs dans la coupe dans laquelle on est en train de boire le vin. Et pendant que le soleil se lève, en général arrive le zéphyr, qui est une brise douce, qui est annonciatrice du matin. Et dans le zéphyr, on sent le parfum de musc de l'aimé. Parce que l'aimé est toujours loin de l'amant. Le poète est toujours un amant, l'aimé est toujours loin de l'amant, et l'amant attend le matin au moins de sentir son parfum. Et son parfum est un parfum de musc. Je reviendrai tout à l'heure sur la nature de ce musc et sur les développements qu'il a eus. Mais ce qui m'importe ici, c'est que donc le poète nous dit « le doux parfum du matin exhale le musc », on dirait. Donc il est réveillé, il est dans ce moment très particulier, dans lequel on est dans cette synesthésie, dans toutes ces émotions très intenses que l'on ressent après une nuit de vin et de musique, etc. On peut imaginer qu'on est dans un état un peu second, et on reçoit cette fraîcheur. Et il fait référence à la tradition, on dit oui, alors ce doit être le parfum du musc de l'aimé. Et il ajoute tout de suite, parce que Attol est un poète qui sait très bien se mettre à distance et réfléchir à son acte poétique, tout de suite après il dit « Ah non, pas du tout en fait. C'est pas que le musc arrive, que le parfum de l'aimé est apporté par le vent du matin, etc. Pas du tout. En fait, c'est que le musc, c'est que la brise passe par la parole du poète. Et en passant par le souffle, par la parole du poète qui est souffle, bien sûr, la poésie est aussi une brise, eh bien, elle fait que d'un coup, un parfum de musc se lève et que vous pouvez en fait le sentir, enfin je l'espère. On va voir tout à l'heure, peut-être qu'on va le sentir, pour de vrai. En tout cas, ce qui m'importe ici, c'est que Attol nous parle de la puissance évocatrice du poète, de la puissance évocatrice de parfum. Ça, c'est une fonction poétique qui existe déjà avant lui, mais que Attol va vraiment introduire de manière très, très développée dans l'histoire de la littérature persane. Et à ce propos, je voudrais vous raconter une histoire qu'en général je raconte au début quand je fais l'histoire de la littérature persane, mais ici je vais faire un flashback. Maintenant que je vous ai expliqué l'affaire de l'aube, le parfum de l'aimé qui arrive à l'aube et l'importance du parfum et l'importance de la poésie comme évocatrice des parfums que l'on aime et des parfums que l'on désire, eh bien je peux vous raconter l'histoire de Rudaki. Donc c'est le deuxième nom qui apparaît ici. C'est un poète qui est mort en 941. Et on raconte à propos de Rudaki l'histoire suivante. Il était au service d'un roi samanide, le roi Nasr, l'émir Nasr II, qu'importe. Et cet émir, en fait, avait coutume de passer le printemps et l'été un peu loin de sa capitale, qui était Bukhara, aujourd'hui en Ouzbékistan, donc d'aller le passer dans le Khorasan, c'est-à-dire aujourd'hui, en Afghanistan d'aujourd'hui, disons, à la frontière iranienne. Et il avait l'habitude donc de passer le printemps et l'été là-bas parce que le climat de Bukhara était un climat un peu difficile, il faisait très chaud à Bukhara et surtout Bukhara avait un climat à l'époque, maintenant c'est tout sec, mais à l'époque un climat un peu marécageux qui faisait que l'été, non seulement il faisait un temps désagréable, un peu chaud et humide, mais en plus ça sentait pas très bon dans la ville de Bukhara. Donc il faut bien avoir ça en tête pour bien comprendre notre histoire. Donc le roi part avec toute sa cour bien sûr et son poète et tout le monde doit l'accompagner, tous les membres mâles de sa cour bien sûr, les femmes et les enfants restent à la maison. Et donc ils partent pour Herat, c'est à peu près à 700 km de Bukhara. Et là, donc il trouve une très belle prairie dans les environs de la ville où on a une description de la beauté de cette prairie qui est pleine d'herbes verdoyantes, de sources variées, il y a des tas de jardins, il y a des fleurs, il y a des vergers, etc. Il y a tout ce qu'on veut, il y a les meilleurs fruits de la terre. Enfin bref, on nous raconte que c'était le paradis sur terre. Et le roi tombe tellement amoureux de cet endroit qu'une fois que le printemps et l'été sont passés, il dit on va aussi passer l'automne, puisqu'on va voir l'automne, c'est la saison des fruits, la saison du raisin, etc. Donc
on va quand même rester voir à quoi ressemble l'automne dans cet endroit. Puis arrive l'hiver, il passe l'hiver, il dit bon bah maintenant qu'on est là en hiver, on va attendre le printemps, et puis le printemps se passe, il dit bon finalement on est très bien ici, on va passer l'été, et puis l'automne, et puis l'hiver, et puis le printemps, et puis l'été, comme ça pendant 4 ans. Et on nous dit que l'émir était complètement amoureux de Hérat, il avait la passion de Hérat, que Hérat était devenue sa maîtresse, qu'il ne pensait plus à retourner chez lui et qu'il n'y avait rien à faire pour lui enlever cette passion démesurée qu'il avait pour les jardins, les parfums, les fleurs et les fruits de Hérat. Et en effet, c'était un paradis, alors pourquoi quitter le paradis ? Sauf que les gens de la cour commençaient à être un peu fatigués parce que le paradis c'était un petit peu fatigant à la fin et qu'ils préféraient rentrer chez eux, même s'ils trouvaient de quoi assouvir les plaisirs de la jeunesse sur place, quand même ils aspiraient à retourner auprès de leur femme légitime. Ça c'est l'histoire qui le dit. Hein. Et donc il demande à Rudaki de convaincre le roi en lui disant « Si tu convaincs le roi de retourner à Bukhara, on te donnera 5000 pièces d'or. » Alors ça nous apprend entre parenthèses qu'on pouvait devenir très très riche en étant un très bon poète. Mais ça c'est une autre histoire que je réserve pour une autre fois. Et donc, voici ce que fait Rudaki, dit « Oui, aucun problème, j'en fais mon affaire. » Et quand on nous raconte cette histoire, on nous dit « Rudaki, qui avait tâté le pouls du roi, leur dit « Il n'y a pas de problème, je sais comment le convaincre. » Et tâter le pouls du roi, ça nous dit déjà que Rudaki, bien longtemps avant Hathor, est déjà un Hathor, c'est-à-dire qu'il est un thérapeute, des émotions en tout cas. Il connaît les émotions, parce que tâter le pouls, ça veut dire savoir, connaître exactement où en est la personne sur le plan émotionnel. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Rudaki? Il compose un poème, et puis il attend le moment propice. Et c'est quand le moment propice? Maintenant vous le savez. L'aube. Il attend la fin de la nuit, quand les musiciens ont arrêté de jouer et que le roi s'apprête à boire le coup du matin. Donc on est dans la situation maximale pour recevoir l'œuvre poétique dans toute son efficacité. Et voici donc ce que Rudaki dit au roi. Donc il prend sa lyre aussi, parce qu'il faut quand même de la musique, hein, il était en même temps musicien, et il déclame ce poème. Voici que vient à nous le parfum de Moulian, la rivière joyeuse. Moulian, c'est une rivière qui coulait dans la ville de Bukhara. Je vais vous lire le poème jusqu'au bout, mais c'est essentiellement cette première phrase qui m'intéresse. Voici que vient à nous le parfum de Moulian, la rivière joyeuse. Voici que vient à nous le parfum de l'aimé, à l'âme affectueuse. Voici que les pierres de l'Amou, cailloux sur le chemin, sous nos pas deviennent une route soyeuse. L'Amou, c'est un des noms de l'Oxus qu'il faut traverser pour retourner à Bukhara. Voici que l'eau de l'Oxus, ravie au spectacle de l'aimé, monte au flanc de notre cheval blanc, tumultueuse. Voici que le prince vient à toi dans la joie, ô Bukhara, longue vie à toi, sois heureuse. Le prince est la lune et Bukhara le ciel. Voici que rejoint le ciel la lune lumineuse. Le prince est un cyprès et Bukhara un verger. Voici que le cyprès rejoint son jardin bienheureux, sa roseraie bienheureuse. Donc, le début et la fin nous intéressent ici plus particulièrement. Alors c'est un poème sur l'eau, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la sublimation de l'eau en poésie persane, mais encore une fois, ce n'est pas notre propos. Ce qui est important ici, c'est que le roi, à peine Rudaki a fini de dire son poème, que le roi, sans même prendre le temps de chausser ses bottes, saute sur son cheval, le fameux cheval blanc qui doit traverser l'Oxus, et qui même me suive. Et on paye à Rudaki, bien sûr, 10 000 pièces d'or au lieu de 5 000, tellement on est impressionné par la performance. Et en réalité, cette histoire, bien sûr, c'est probablement une légende, mais elle nous dit quelque chose sur justement la puissance parfumée de la poésie. C'est-à-dire que Rudaki dit au roi, il ne lui dit pas « Ah, tu sais, si on retourne à Bukhara, on entendra le parfum on sentira le parfum. » Non, il lui dit « On la sent, tu la sens ?
Tu sens le parfum de la rivière de Mouliane? Et ce qui est génial, c'est que le parfum de la rivière de Mouliane, qui pue en été, ça devient un parfum sublime. Et voilà, tu vois ça, voilà, on sent le parfum de la rivière, on sent le parfum de l'Aimé. Alors que Hérat, justement, est devenue la maîtresse, donc le parfum d'Hérat est ce dans quoi le souverain veut rester. Eh bien non, là, il lui dit, voilà, est-ce que tu sens, il arrive ce parfum à ta narine, parce que moi je le chante, parce que moi je l'évoque, parce que par les puissances de ma poésie, eh bien, maintenant, j'espère vous aussi, vous sentez que le parfum de la rivière de Mouliane est un parfum sublime. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble, je suis sûre que dans le musée, vous n'avez pas un extrait du parfum de Mouliane. Et donc, et ça marche. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Pourquoi? Parce que le parfum, c'est probablement, l'odorat en fait, c'est le sens le plus archaïque en réalité. Et donc, ça déclenche en fait des mémoires, des souvenirs et donc des désirs que parfois on a soi-même oubliés. Et c'est ce dont parle le poème. C'est ce dont parle Proust, finalement, avec sa Madeleine. Il nous dit bien, hein, c'est que les parfums gardent sur leur gouttelette impalpable l'édifice immense du souvenir. Et c'est ce que nous dit Rudaki, sauf que ce n'est pas la petite Madeleine, c'est le parfum de la rivière de Mouliane, ou c'est le parfum de l'Aimé. Et donc, mon propos, c'est de vous dire que finalement, la poésie persane, elle a pour une de ses fonctions, disons, une des fonctions de la poésie persane, c'est de réveiller ce désir en créant justement un appel de mnésique, en fait, un appel à la mémoire qui passe par l'odorat. Et étrangement, sans que votre odorat soit stimulé directement par une réalité. Et cela va être repris, bien sûr, de manière très systématique, je dirais, dans l'évocation de la rose dans la poésie persane. Et peut-être avant que je vous dise deux mots sur cette évocation de la rose, on va vous faire sentir maintenant justement cette rose. Alors c'est la rose de Damas, mais qui paraît-il ne pousse pas à Damas, mais en Iran, entre autres. Et en effet, la ville de Koshan, dont je vous ai montré tout à l'heure juste une mosaïque, la ville de Koshan est la ville de l'eau de rose. Là c'est pareil, hein, la cueillette de la rose se fait début mai. Et cette rose que l'on cueille à Koshan, c'est une rose assez simple, de couleur rose foncé. Je crois que c'est aussi le cas de ce qu'on appelle justement la rose de Damas. Et elle est très elle est très forte, hein, elle est très odorifère, odorante. Et elle permet donc on la met dans des alambics, on fait la cueillette de la rose, on la met dans des alambics. Et à partir de ça, on fait ce qu'on appelle l'eau de rose. C'est pas l'essence de rose, hein, c'est l'eau de rose que l'on fait en Iran. Et ce qui est intéressant, c'est que la tradition, qui sera reprise bien sûr par les poètes, veut que cette fleur, on l'appelle en perse Golé Mohammadi. Ça veut dire la fleur du prophète Mohammed, parce que la légende nous dit qu'elle est issue d'une goutte de la sueur du prophète Mohammed. Donc c'est une goutte de la sueur du prophète Mohammed qui, dans le monde imaginal, a créé l'archétype de la rose de Damas. Rose de Damas qui sert donc à faire l'eau de rose. Et cette eau de rose, d'ailleurs, on l'utilise principalement en Iran. Enfin, on l'utilisait principalement, maintenant elle a d'autres usages, mais on l'utilisait principalement pour parfumer les mosquées, justement. Et c'est d'où le lien avec la sueur du prophète Mohammed. Est-ce que les gens se parfumaient aussi? Bien sûr, les gens se parfumaient énormément. Ils aimaient énormément les parfums. C'est pas une légende, les fontaines parfumées aussi, ou dans les jardins, paraît-il? Non, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Les fontaines parfumées, je ne sais pas si on mettait des parfums vraiment d'eau de rose dans les fontaines, mais on met des pétales de rose, on met des pétales de jasmin, on met des pétales de fleurs d'oranger pour justement parfumer, y compris dans les maisons particulière, merci, oui. Donc voilà. Alors cette rose... Alors là, vous sentez un absolu de rose. Et la fleur d'oranger, c'était quoi? C'était aussi un absolu de fleur d'oranger de Tunisie. Et là, c'est un absolu de rose damascena du Maroc. Donc matière première
Là, vous êtes vraiment, c'est pas une composition, hein, c'est la matière première. Oui. Et alors cette rose, elle est très importante puisque elle est la métaphore de l'aimer par excellence. Donc, elle donne aussi le parfum. Très souvent, quand on parle de la rose en poésie persane, c'est la métaphore de l'aimer. Et donc, l'aimer est à la fois beau ou belle. En persan, on n'a pas de genre, c'est pratique. Donc, c'est que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Du moment que c'est l'être aimé, il est, je dis il parce que c'est l'être aimé, hein, ça peut être bien sûr une femme, on va le voir tout à l'heure. Donc, du moment que l'être aimé est l'être aimé, il est nécessairement beau, aussi beau qu'une rose, et on va voir qu'il est aussi beau aussi que Joseph, mais il est aussi odorant comme une rose. Donc il a vraiment le parfum, il ou elle est parfumé à la rose. Alors pas seulement parce que les femmes et les hommes se parfumaient à l'eau de rose et que c'était considéré comme un des parfums, comment on dit, aphrodisiaques. Donc apparemment, se parfumer à l'eau de rose, ça crée pas que de la mémoire, mais aussi du désir d'union chez les poètes, chez le rossignol et chez toute personne normalement constituée sur le plan de l'odorat. Mais elle est aussi, bien sûr, ça devient aussi la métaphore chez les mystiques, qui vont m'occuper maintenant plus principalement, devient la métaphore du divin. Ainsi, par exemple, il y a un mystique de Shiraz, là aussi je vous épargne les noms parce que c'est pas, je ne vais pas vous charger trop, en tout cas il s'appelle Rouzbehand Barli, c'est un mystique du XIIe siècle. Il a écrit un livre très important et très beau, qui n'est pas un livre de poésie, c'est pour ça que j'insiste pas trop dessus, mais enfin quand même ça s'appelle Le Jasmin des fidèles d'amour, dans lequel il explique que en fait la manifestation du divin se fait olfactivement sous le parfum de l'eau de rose, de la rose, ou sous le parfum du jasmin. Mais là, d'abord, je vais vous lire ce qui concerne la rose. Telle est ta substance. Pardon. S'il te faut, c'est l'aimer divin. S'il te faut contempler l'âme de l'amour avec les yeux de l'âme, pénètre alors en mon âme, pour qu'entre les pétales de la rose qui est l'âme de mon amour, tu découvres l'épiphanie du pur amour. Les milliers de rossignols et de colombes qui sont dans les jardins du cœur, les soupirs à la psalmodie douloureuse et suave, leurs ailes, leurs désirs, consumés par le feu d'amour. Donc je voulais le mettre pour vous voyez que l'âme elle-même, elle est à la fois colombe et rossignol, et dans les replis de l'âme, il y a des centaines de colombes et de rossignols prêts à chanter la beauté de la rose qui se donne dans la vision, en fait ici la vision du mystique. Mais la poésie persane reprendra sans cesse cela, à la fois la poésie profane et en même temps la poésie, surtout bien sûr, la poésie mystique. Le grand poète de cette... pardon, je vais un peu passer comme ça. Le grand poète de la rose, justement, en poésie persane, c'est Saadi, donc poète du XIIIe siècle, qui écrit dans l'introduction de son Jardin des roses, justement, où il va parler de la rose comme étant finalement aussi le symbole de la sagesse, à la fois de l'amour et de la sagesse. Un homme au cœur éclairé, médité, plongé dans l'océan de l'être divin. Lorsqu'il revint à lui, l'un de ses compagnons lui demanda quelle présence sublime il avait rapporté du jardin de la contemplation. Il répondit « Je voulais pour mes compagnons cueillir des roses plein ma robe, mais quand je me suis trouvé devant le rosier, le parfum des fleurs m'a enivré à tel point que le pan de ma robe s'est défait. » C'est l'auteur du Jardin des Roses qui nous dit ça. C'est-à-dire, il dit en fait, je suis allé dans le Jardin des Roses, qui est le jardin de la contemplation. Donc ça reprend vraiment ce que je vous ai lu tout à l'heure sur la vision mystique de la rose. Mais en même temps, cette contemplation était tellement sublime que ces roses que j'avais ramassées sont tombées de ma robe. Cette image a tellement frappé les Français qui ont lu la traduction de Saadi en français, qui existe depuis le XIXe siècle, que je ne peux pas résister
au plaisir de vous dire ce que c'est devenu en poésie française. Et je trouve que c'est un bel hommage à rendre à notre Rose que de vous lire un poème que peut-être certains d'entre vous connaissent par cœur. Les Roses de Saadi de Marceline Desbordes-Valmore. C'est directement inspiré de cette introduction du Jardin des Roses. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses. Chez elle, ça devient un rapport érotique, bien sûr, mais c'est inspiré de cela. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, les roses envolées dans le vent à la mer s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Je trouve que ce poème, qui est un poème d'une poétesse française du XIXe siècle, résume presque tout ce que j'ai à vous dire sur la rose et sur le fait que finalement la poésie fait être de manière encore plus intense ce souvenir du parfum. Vraiment, respire-en sur moi l'odorant souvenir. Je pense que maint poète persan aurait aimé dire ce vers. Et ça m'amène justement à... Je vais revenir un peu en arrière. Ça m'amène à vous parler, puisque le temps passe, au-delà de la rose, d'un concept très présent en littérature persane, et en particulier chez le poète, donc Rumi, poète du XIIIe siècle. Ce concept, c'est le concept du parfum de la chemise de Joseph. Et c'est en lien avec « Respire-en sur moi l'odorant souvenir ». Pourquoi? Alors, il faut, pour que je vous explique ce que c'est que le parfum de la chemise de Joseph, il faut que je vous dise très brièvement à quoi ça correspond dans l'histoire de Joseph telle qu'elle est racontée dans le Coran. Parce que l'histoire de Joseph telle qu'elle est racontée dans le Coran est légèrement différente de ce qui est raconté dans la Bible. Et peut-être que vous n'êtes pas, peut-être vous êtes familier de la Bible, mais pas autant du Coran. Donc je vous dis juste rapidement que d'abord c'est une histoire très longue, hein, c'est une sourate entière qui s'appelle la sourate de Joseph, dans laquelle l'histoire de Joseph est racontée et où Joseph est représenté comme étant le représentant de la beauté de Dieu sur terre. Et son histoire, nous dit le Coran, est la plus belle des histoires. Donc déjà le Coran nous dit, en fait, c'est une histoire dans laquelle il y a de la beauté, c'est une affaire de beauté. Et donc déjà là, on voit qu'il va y avoir un lien avec la poésie persane, qui va se donner comme aussi la plus belle des histoires, qui va témoigner du parfum de la chemise de Joseph. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parfum de la chemise de Joseph? Elle est double en fait. La première évocation qui est douloureuse, et je vais revenir après sur cette douleur pour mieux vous l'expliquer, c'est que quand les frères de Joseph, mais ça vous le savez, quand les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits, ils sont revenus voir Jacob, donc le père de Joseph, et ils lui ont dit le loup a emporté Joseph. Et ils avaient mis du sang d'un agneau sur la chemise de Joseph pour faire croire à Jacob que vraiment Joseph était mort. Et la vue de ce sang sur la chemise de Joseph a tellement bouleversé Jacob qu'il a tellement pleuré la perte de ce fils qu'il aimait par-dessus tout. Dans le Coran, il l'aimait par-dessus tout parce qu'il était pour lui la présence de la beauté de Dieu dans sa propre maison, que Jacob devient aveugle. Donc à force de pleurer, Jacob devient aveugle. Et puis plus tard, il arrive tout ce que vous savez, l'Égypte, Joseph s'en va, il est vendu comme esclave, etc. Et il devient finalement gouverneur d'Égypte après bien des tribulations qui sont racontées vraiment de manière assez détaillée dans le Coran et dans beaucoup d'œuvres de la littérature persane. Et puis finalement, quand Joseph va retrouver ses frères et qu'il va se révéler à eux, qu'il va leur dire qui il est, il va donner sa chemise à ses frères pour qu'ils l'emmènent auprès de Jacob pour lui prouver que Joseph est bien vivant. Puisque comme les frères ont beaucoup menti à leur père, Joseph craint que le père ne les croie plus. Donc il lui donne sa chemise, imprégnée de son odeur à lui. Alors là c'est pareil, je crains que le musée Fragonard n'ait pas de l'essence du corps, de la sueur de Joseph.
c'est aussi pour ça que je vous ai parlé de la sueur de Mohammed, hein, parce qu'il y a un lien. La sueur des grands saints et des grands prophètes est toujours délicieuse. De même qu'en Occident, on dit que les saints ont une odeur délicieuse. Ils sentent le musc, la rose, le jasmin, je veux dire les saints de leur vivant, mais même quand ils sont morts, contrairement aux autres morts. Mais voilà, vous n'avez pas d'extrait de l'odeur de sainteté, et en tout cas pas d'extrait de sueur de Joseph. Donc il faut que vous imaginiez. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les frères donnent la chemise à Jacob, Jacob hume la chemise et le parfum qu'il ressent lui fait recouvrer la vue. Donc il retrouve la vue en sentant le parfum. Donc le parfum a aussi cette puissance alchimique, en fait, de rendre la vue à celui qui est devenu aveugle. Évidemment que ça va être utilisé dans un sens initiatique, c'est-à-dire que le parfum, alors après les poètes vont nous dire, en fait la poésie, elle est porteuse du parfum de la chemise de Joseph, et c'est pourquoi si on sait la humer, ça vous ouvre les yeux de l'âme. Et si jamais vous êtes aveugle sur votre situation dans ce monde, ou aveugle sur votre propre désir, d'un coup, ce parfum, le sens le plus qui appelle au sens le plus archaïque, eh bien, va vous réveiller à votre désir véritable, qui est de retourner vers votre Joseph. Donc, vers la beauté de Dieu, perdue quand l'âme est descendue dans le corps. Donc, vous voyez, le problème, c'est que quand je parle d'une chose, je suis obligée de parler de vous raconter 3000 histoires. En tout cas, voilà. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la première traduction en ourdou du Masnavi de Rumi, dans laquelle justement, dans cette grande œuvre dans laquelle Rumi va évoquer à répétition cette histoire de parfum de Joseph, eh bien, la première traduction en ourdou, alors le Masnavi, ça veut juste dire long poème en vers. Enfin, long poème, long roman en vers, long récit en vers, plutôt. Donc, quand on dit le Masnavi de Rumi, on pourrait le traduire par le roman de l'âme ou le roman spirituel, quelque chose comme ça. Mais cette première traduction en ourdou s'appelle justement Pirahane Youssef. Ça veut dire la chemise de Youssef. Alors bon, il y a un jeu de mots parce que le traducteur en ourdou s'appelait lui-même Youssef, Joseph. Bon, il y a un jeu de mots avec le nom du traducteur. Mais ça s'appelle surtout la chemise de Joseph parce que le traducteur de cette œuvre a considéré que finalement, ce qui faisait la caractéristique de cette œuvre de Rumi, c'est que elle répand, alors non plus le musc des secrets comme faisait Hathor, le prédécesseur de Rumi, mais le parfum de la chemise de Joseph. Donc, que c'est une œuvre initiatique qui peut éventuellement nous rendre la vue au cas où on serait aveugle, mais je pense que ce ne sera pas votre cas, mais c'est pas grave, ça peut quand même vous faire grand plaisir de sentir ce parfum. Et donc la chemise de Joseph est en effet évoquée dès le début du livre. Il nous dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, au tout début du livre, Rumi évoque le soleil de l'amour. Or, celui qui l'a initié à l'amour, lui-même il a eu une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais enfin un jour il a fait une rencontre avec un derviche errant qui s'appelait Shams, et ce Shams ça veut dire soleil, Shams égale ça veut dire soleil, c'est un prénom mais ça veut dire en même temps soleil, et cette rencontre en fait va complètement transformer, bouleverser Rumi, et lui-même dira ça va le faire naître à l'amour, et il va voir dans ce personnage de Shams en fait la lumière de Dieu. Et donc, mais après Shams va disparaître. Il va disparaître et bien des années plus tard, Rumi va écrire cette œuvre qui s'appelle le Masnavi. Et dans cette œuvre, à un moment donné, au détour d'une histoire, au tout début, il dit oui, en fait, le soleil est la preuve même du soleil. Le soleil, c'est comme l'amour, on n'a pas besoin de le prouver, il suffit de le regarder. Et puisqu'il dit le mot soleil, d'un coup, son âme s'anime. Et voici ce qu'il nous dit au sujet de l'animation de son âme à l'évocation seule du mot soleil. Donc il n'y a pas que les parfums qui réveillent le souvenir. Mais là, ça réveille le souvenir de son maître et de la présence de son maître et de ce temps où il était avec Shams. Voilà que mon âme accrochée à ma robe me supplie de parler. Voilà que le parfum de la chemise de Joseph l'a ranimé. Me disant, en souvenir de ces années de compagnonnage, parle, évoque l'un de ces états de grâce,
pour que le ciel et la terre en rire se muent, pour que se dilate l'âme, l'intelligence et la vue. Je lui ai dit, les secrets de l'aimer sont meilleurs cachés. Au détour des récits, il te faut les débusquer. Il vaut mieux que les secrets des bien-aimés dans les contes des autres soient évoqués. Et je vais vous le lire jusqu'à la fin, parce que même si ça n'a pas l'air d'avoir avec le parfum, ça va quand même vous dire quelque chose. Et donc l'âme lui répond, il dit à son âme, alors je ne sais pas qui est il qui dit à son âme, hein, mais enfin bref, il a un dialogue intérieur avec son âme, et donc son âme lui répond, non, parle sans voile. Il dit non, non, allons dans les détours des histoires et tout ça, de manière cachée, allusive et tout ça, non, je veux que tu me racontes l'histoire de manière brute et directe. Donc non, parle sans voile, dans un langage cru. Le récit de la foi est meilleur, clair et nu. Lève le voile et parle sans détour, car avec l'idole, on ne dort pas vêtu. Ça veut dire quoi? Avec l'idole, on ne met pas une chemise. Entre soi et l'être aimé, quand on va au lit la nuit, quelle idée de mettre une chemise. Donc, mais bien sûr que ça renvoie à la chemise de Joseph. Hein? Ça veut dire entre la parole crue et la parole qui est évocatrice de parfum, il y a la différence qui est comme la différence d'un voile, quelque chose qui vous sépare en fait de la réalité de la chose. Mais à nouveau le poète répond, j'ai dit, mais s'il se révèle dans sa nudité, il ne restera rien de toi, rien au centre, rien à tes côtés. Oui, tu peux espérer, mais ton désir doit être modéré, car un fétu de paille ne peut une montagne porter. Ce soleil dont l'éclat fait naître l'univers brûlerait tout s'il s'approchait trop près. Ne cherche pas le trouble, le tumulte et le sang, et sur Shams de Tabriz, ne dis plus rien. Donc il dit, en fait, non, on ne peut pas, tant qu'on est dans ce corps, on ne peut pas être de manière directe, peau contre peau avec l'aimé, parce que quand votre aimé c'est le soleil, eh bien vous brûlez. Donc la chemise est en même temps une protection. C'est quelque chose qui vous met un léger voile, qui permet de ressentir l'autre, de ressentir son parfum, mais sans être brûlé par l'union. Le temps de ce monde est le temps des parfums. C'est le temps de la présence, d'une absence, puisqu'on ne peut pas vivre la présence théophanique de manière trop directe. Enfin, en tant qu'à tant qu'on est dans ce corps. Donc le parfum a aussi une fonction initiatique. Elle nous permet d'être avec l'aimé sans être brûlé. Et c'est ça tout ça que nous dit l'histoire de la chemise de Joseph. Et cette chemise, c'est aussi le poème, puisqu'il nous dit, voilà, à travers mes histoires, retrouve le parfum de la chemise de Joseph. Et à la fin, tout à la fin de son Masnavi, qui fait quand même 25 000 distiques, hein, ce qui voudrait dire en traduction française 50 000 vers, c'est pas rien. Tout à la fin, là c'est au distique 125. Et tout à la fin, au distique à peu près 24 900 et quelques, il va revenir sur l'histoire de Joseph. Donc il n'a pas oublié hein, au début à la fin. Et il va nous dire en réalité, la fameuse Zolécha, qui est la femme de Potiphar, qui était amoureuse de Joseph, en réalité, le parfum de Joseph qu'elle aimait, c'était le parfum de Dieu. La beauté de Joseph qu'elle aimait, c'était la beauté de Dieu, etc. Et il dit en réalité, moi, tout ce que je t'ai raconté, c'était pour répandre le parfum de la chemise de Joseph. Donc, il en conçoit bien son œuvre et sa poésie comme étant porteuse de ce parfum-là, et donc de cet éveil-là, et donc de ce décilement-là. Hein, c'est une façon de se déciler. Ailleurs, dans un autre poème, il dira « Son visage, c'est la lune prééternelle. Ses vers et ses poèmes, c'est son parfum. Le parfum est cette part de lui qui ne se donne pas à voir, mais qui se donne à entendre, bien sûr, et à sentir dans le poème. » Ou encore, je demandais comment le parfum de Joseph a-t-il voyagé dans toutes les villes. Le parfum de Dieu s'exhalant du monde d'en haut me suggéra ainsi. Alors vous devez le revivre, hein, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire ainsi. Si vous vous posez la question, comment le parfum de Joseph peut-il voyager dans toutes les villes? Eh bien, vous entendrez une voix qui vous dira ainsi.
et j'espère que vous sentirez le parfum en question. Mais comment le parfum de Joseph peut-il ouvrir les yeux et redonner la vue? La brise divine éclairant mon regard me dit ainsi. Donc il faut quand même que vous alliez à l'aube dans un jardin à Shiraz. Et peut-être que vous trouverez la réponse à ces questions. Je vous le souhaite en tout cas. Et donc l'aimer est un être éminemment parfumé. Et le poème est le lieu où ce parfum va s'exhaler. Et c'est pas pour rien que donc les poètes, lapsus révélateur, que les miniaturistes persans ont représenté souvent la beauté entourée de fleurs. Là, vous voyez, elle tient une fleur de jasmin dans sa main. Et c'est un symbole qui veut dire elle sent le jasmin. La dame de beauté, elle a une présence de jasmin. Peut-être que c'est le moment pour que vous sentiez en photo-olfaction la présence du jasmin. Et pendant qu'on vous le fait sentir, j'ajoute que il est déjà moins le quart. Bon, est-ce qu'on peut dépasser 20 heures puisqu'on a commencé tard ou... Oui, d'accord. Donc j'ajoute que les mystiques témoignent. Alors moi, j'ai pas fait moi-même l'expérience, quoique. En tout cas, les mystiques, eux, témoignent que dans leurs extases, ils sentent des parfums qui manifestent tel ou tel aspect de la présence divine. Les 3 parfums dont les mystiques témoignent dans leurs extases, quand ils reviennent de l'extase, ils disent voilà, j'ai senti tel parfum. J'ai vu des gens qui apparemment avaient été dans des séances d'audition mystique, qui avaient connu des états extatiques et qui disaient j'ai senti un parfum de rose, j'ai senti un parfum de jasmin ou j'ai senti un parfum de musc. Et on leur a dit mais il n'y avait pas de rose ou de jasmin ou de musc. Mais d'ailleurs les gens peuvent sentir des choses différentes dans la même séance. Ça veut dire qu'il y a des parfums, enfin en tout cas on suppose, d'après leurs témoignages, si leurs témoignages ne sont pas juste des hallucinations olfactives, qu'il y a un parfum de l'âme. Et qu'il y a, alors eux ils disent, selon l'attribut sous lequel Dieu veut se manifester, eh bien il se manifestera sous le parfum du jasmin, de la rose ou du musc. Parfois la jacinthe, parce que la jacinthe est aussi d'ailleurs le symbole des boucles de l'aimé. Mais le parfum de la jacinthe a une ressemblance avec le parfum de musc dont je vais vous parler incessamment sous peu. Et alors, ce qui est très intéressant dans ces miniatures par rapport à la poésie, c'est qu'au moins en poésie, on dispose de mots pour parler du parfum. On peut dire jasmin, on peut dire parfum, on peut dire odeur. Et en l'occurrence, l'odeur de la chemise de Joseph, c'est vraiment une odeur. J'ai traduit parfum, je ne devrais même pas traduire parfum, parce qu'en persan, c'est boue. Et boue, c'est vraiment l'odeur. Hein, c'est toutes les odeurs. Par contre, les miniaturistes, eux, ne disposent pas de ça. Ils disposent uniquement d'un vocabulaire pictural pour exprimer cette chose. Et on le voit ici, je trouve que c'est un des plus beaux exemples de la représentation olfactive dans une miniature persane. Vous voyez que la dame de beauté, il flotte autour d'elle. Vous voyez, il y a des parfums qui flottent autour d'elle, littéralement. Elle n'est pas assise dans un jardin où il y a des fleurs. Elle est vraiment entourée de fleurs flottantes, ce qui est une façon très, très évidente, bien sûr, de nous dire elle sent la rose, le jasmin, enfin toutes ces fleurs, la violette, etc., toutes ces fleurs qui flottent autour d'elle. Et c'est le parfum typique du corps de l'aimé. Que vous avez donc... L'absolu jasmin d'Égypte. Absolu jasmin d'Égypte, voilà. C'est dommage que vous n'ayez pas de jasmin, de rose de Perse. La prochaine fois, il faut que je vous en apporte. C'est vrai. Mais en fait, la rose de Perse, c'est... Comme vous le savez, l'Iran était sous embargo pendant longtemps. Oui. Et ça continue. Ça continue, mais on commence à en trouver. Oui, d'accord.
Et voilà. Et donc pour illustrer aussi cela, on peut parler aussi, parler à nouveau, faire référence à Thor, quand il parle d'un épisode sur lequel je ne vais pas m'éterniser parce que ce serait trop long, mais qui est un épisode du Cantique des oiseaux qui est représenté ici. Alors ici on ne voit pas de parfum, mais je vous dis juste très rapidement l'histoire. C'est l'histoire d'un vieux sage, un vieux théologien et mystique musulman qui part à Byzance, et là, à Byzance, il rencontre en haut d'un balcon une jeune fille chrétienne dont il va tomber éperdument amoureux. Et là, on le voit, il est tombé foudroyé parce qu'elle a levé son voile. Alors justement, elle a levé le voile. Et le poète nous dit qu'en fait, elle lève le voile sur le soleil de son visage, et ce faisant, elle plonge tout Byzance dans un frisson de musc. Et ce frisson de musc atteint le vieux sage qui tombe du coup, qui tombe sous les coups de l'amour, et après il fera tout un tas de choses tout à fait délirantes et incompréhensibles pour son entourage, parce qu'il va tomber amoureux de cette jeune fille chrétienne. Mais ce qui est intéressant dans la manière dont, alors ça c'est représenté, c'est juste la représentation d'elle lève ce voile rouge, ce qui est une illustration un peu étrange d'ailleurs du texte, parce que dans le texte elle lève un voile noir. Mais enfin, bon, le miniaturiste a dû trouver que c'était plus beau comme cela. En tout cas, cette dame de beauté, en levant le voile, elle manifeste à la fois quelque chose de visuel, donc le soleil de sa face, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui peut éventuellement foudroyer, sinon brûler, puisque le vieil homme est foudroyé, il a un coup de foudre, comme on dit. Et en même temps, en levant le voile, alors pas sa chemise, mais son voile, elle dégage en fait, elle donne une décharge, une exhalaison de musc qui carrément plonge tout Byzance dans un frisson de musc. Et là, ça m'amène donc à vous parler du musc. Parce que je vous ai dit depuis le début que je vous dirais quelques mots et que je terminerai là-dessus parce que c'est probablement le parfum le plus important. Depuis le début, je vous ai cité le musc et l'importance du musc et le musc dont la brise est chargée, etc. Et là, donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur le musc, c'était ça la surprise. Donc, pour la première fois de ma vie, en passant pour venir ici, j'ai vu dans une vitrine à quoi ressemblait une poche de musc. Je savais que le musc c'est une substance animale qui vient en fait d'une poche qui est derrière l'ombilic d'une chèvre ou d'une sorte de chèvre ou de bouquetin en fait, que l'on trouve dans les montagnes qu'on appelle en persan les montagnes du Khotan. Ça veut dire c'est aux confins de la Chine en fait, à la frontière ouest de la Chine, donc à la frontière est de l'Iran, à l'époque où l'Iran allait jusqu'à la Chine, et donc à la frontière ouest de la Chine. Et là-bas, dans ces montagnes, il y a un bouquetin, ou une chèvre, enfin je ne sais pas vraiment quelle espèce, ici ils disent que c'est une chèvre, moi j'ai toujours lu que c'était un bouquetin. C'est une chèvre de montagne. C'est une chèvre de montagne, voilà, qu'importe. En tout cas, ce qui est très intéressant avec cette substance, et vous allez voir le lien avec la poésie parce qu'il est très, très profond, c'est que c'est une substance qui est produite par ce bouquetin d'abord au moment des amours et uniquement par le bouquetin mâle, et la fonction de cette substance c'est d'attirer la femelle au moment justement des amours, raison pour laquelle ce bouquetin est aujourd'hui une espèce en voie de disparition, puisqu'on doit le chasser au moment des amours justement, et très souvent on le tue avant même qu'il ait eu le temps de se reproduire. Et aujourd'hui, je crois que c'est une espèce sinon disparue, au moins en voie de disparition, donc évidemment formellement interdit de le chasser. Vous allez quand même pouvoir sentir une reconstitution. Alors oui, c'est une reconstitution parce qu'évidemment c'est interdit, le droit. Donc je ne vais pas vous faire sentir des produits illicites. Non, ce que j'ai trouvé nous dans notre orgue du parfumeur, c'est une base, comme on appelle ça en produit. Donc une base, c'est une composition. Juste avant, j'ai insisté sur le fait que vous avez senti les matières premières brutes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas composées, c'est vraiment la matière première dans toute son essence.
Là, ce qu'on va vous faire sentir, c'est une composition, donc c'est le travail d'un parfumeur à partir de matières synthétiques qui recompose ce qui peut s'apparenter à le musc tonquin, puisque nous en parfumerie on l'appelle le musc tonquin, et qui est un à l'osmothèque. Oui, on peut le sentir à l'osmothèque, exactement. Et donc qui est aujourd'hui, alors je vous laisse le découvrir, mais qui est un mélange en fait de différentes approches de matière animale que l'on n'utilise plus beaucoup en parfumerie. Et d'ailleurs, ça devrait vous faire quelques chocs olfactifs parce que c'est pas du tout ce qu'on entend par musc aujourd'hui. Et oui, parce qu'en fait, alors, depuis le début, vous voyez que je vous parle de musc et que c'est complètement sublimé en littérature persane, mais pour nous, c'est un peu étrange de se dire que c'est à ce point valorisé. Le musc. Je me suis trompée. Et comment est-ce qu'on a découvert cette odeur? Comment les humains ont découvert cette odeur? C'est pas le bon, ça c'est le Ça, je ne sais pas. C'est comme pour l'ambre gris des cétacés. Ils ont dû, à un moment ou un autre, chasser et se rendre compte que ça sent. Je ne sais pas. Mais c'est très très ancien. L'usage du musc est évidemment extrêmement ancien. On en a des témoignages dans la Bible. On en a des témoignages chez les Égyptiens. Comment? Qui a découvert l'odeur du musc? Qui s'est dit un jour, tiens, ça pourrait se manger? Ou qui a une perle dans l'huître. Oui, c'est ça. C'est un peu la même. En tout cas, ce musc, il est très valorisé parce qu'il avait la réputation, d'abord, il est très puissant. Le parfum du musc est très très puissant. Et aussi parce que, alors, il est aussi réputé être aphrodisiaque, d'où le fait que l'espèce soit en voie de disparition. Et on dit dans les légendes de l'époque médiévale que si quelqu'un se parfume au musc, il suffit d'une goutte comme ça, on se parfumait d'une goutte de musc, on devient absolument irrésistible. C'est une sorte d'élixir érotique extrêmement puissant. Et en poésie persane, on va développer toute une poétique en fait autour du parfum de musc. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, donc c'est une poche qui est derrière l'ombilic du bouquetin. Pour obtenir cela, il faut tuer le bouquetin. C'est pourquoi vous avez vu depuis le début, hein, souvent on a le musc et puis on a une idée de sang qui vient. Pourquoi? Parce que c'est associé à ça, c'est-à-dire que le bouquetin, parce qu'il exhale cette odeur, en réalité, il va être tué, il va être chassé pour qu'on puisse retirer cela. Retirer finalement ce parfum qui en même temps provoque le désir. Donc c'est un parfum en même temps ambivalent, hein, puisque ça provoque le désir, mais c'est aussi ce qui fait qu'on finit par être sacrifié, voilà, pour ça. Donc le poète va tantôt dire que le musc c'est le parfum de l'aimé, tantôt c'est le parfum de sa propre poésie qui lui coûte le prix du sang à verser. Il faut verser son sang pour pouvoir. Il a dû verser son sang pour pouvoir faire en sorte que sa poésie devienne musquée, puisse être pénétrée par ce parfum de l'aimé. Et c'est normal puisque l'aimé est un chasseur dans la poésie persane. Donc c'est absolument normal que l'amant ou le poète soit aussi sa proie. Et vous voyez d'un coup que le jeu de réciprocité de l'amour se met aussi en place par le truchement de l'image du parfum, donc du musc. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait que le bouquetin, est donc, comme je vous le disais, est aux confins de la Chine pour les Persans. Donc c'est l'Est, c'est là où le soleil se lève. Donc c'est aussi lié à l'aube, au soleil, comme je vous l'ai dit, donc à la beauté et à la présence de la beauté de Dieu dans ce monde, qui est une beauté théophanique. Et en même temps, ça fait référence au fait que les princes persans, dans beaucoup de narrations, y compris dans le Masnavi de Rumi, dans la dernière histoire du Masnavi de Rumi, tombent amoureux de la princesse de Chine. Et ils en tombent amoureux en fait en voyant son portrait. Ou alors en sentant son parfum qui vient avec la brise qui souffle de l'Est, qui passe dans les montagnes et qui apporte à la fois l'image du soleil levant et le parfum de la princesse de Chine qui, comme il se doit, est musqué.
La beauté persane est toujours une beauté sinisée, c'est-à-dire c'est la femme d'Asie centrale, on va dire. Elle a le visage rond comme la lune, les cheveux noirs et bouclés. Alors les boucles, c'est pas tellement classique mais en Chine, mais en tout cas la beauté persane, elle a les cheveux bouclés et elle a des yeux en amande, un peu presque des yeux bridés en fait, hein, avec des sourcils évidemment en arc puisqu'elle tire ses flèches. Bon, elle a tous ses attributs. Et bon, son corps est un jardin, elle étale ses seins sont des grenadiers, ses cheveux sont déjà ceintes, son visage sent le bigaradier, donc l'orange, justement la fleur d'orange, etc., etc. Donc elle est elle-même un jardin, un corps parfum, etc. Mais plus que tout, ce qui domine chez elle, c'est le parfum musqué de ses cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux sont noirs et bouclés, comme l'ombilic du bouquetin, qui est embellificoté, comme tout ombilic qui se respecte, et qui en même temps est une poche noire qui est derrière l'ombilic. Donc on a associé le côté embellificoté de l'ombilic et la couleur noire du musc, qui apparemment est gris au départ, mais en s'oxydant, une fois qu'on l'a sorti, devient vraiment noir. Donc le musc était vraiment une substance noire, et un peu une sorte de tas noir, comme ça. Et le poète va dire, en fait, il va passer de musc, moshk, moshkin, musqué, à meshkin, noir. C'est le même mot de musc qui, en persan classique, dit noir et parfumé au musc. Et finalement, de là, on va passer à l'idée que le vent passe dans la chevelure de l'aimé, qui est musquée, et qui était vraiment musquée parce que les femmes se mettaient du musc dans les cheveux pour être irrésistibles. Donc vous voyez, tout ça, ça se mélange. Et la poésie va utiliser ça. Et quand un poète comme Hafez va nous dire, au XIVe siècle, simplement le mot musc, tout auditeur persanophone, en tout cas de l'époque, aujourd'hui encore un peu, mais peut-être moins, va sentir dans son être le parfum du musc, va voir la princesse de Chine, va se perdre dans la sensation d'une chevelure bouclée, va sentir la brise du matin. Tout ça est dans le mot musc, ou dans le mot zéphyr, dans le mot brise, dans le mot chevelure noire et bouclée. Vous voyez? Tout ça, ça forme une constellation, mais il suffit de dire un seul des mots pour que tout cela vienne avec. Ainsi, par exemple, Hafez dira « La brise du zéphyr enchante à chaque souffle de son parfum le nez de l'âme. Oui, oui, le parfum de l'âme de ceux qui aiment est si suave. » Alors, de ce... je ne vais pas entrer dans les détails parce que sinon ce sera trop compliqué. Ou alors il dit « Ô Zéphyr, si tu passes au pays de l'aimé, apporte-nous un souffle de sa chevelure musquée. » Encore, le Zéphyr et moi, tous deux sommes vains, tristes, en errance, moi ensorcelé par tes yeux, lui enivré du parfum de tes cheveux. Donc vous voyez le parfum qu'apporte la brise. Alors la brise, elle est comme le parfum. C'est une présence absente. Ça ne se voit pas, mais ça se palpe et ça se sent. D'accord? Donc, mais quelle puissance d'évocation il y a dans cette brise qui ne se voit pas et qui est odorante. Cette puissance d'évocation, elle est celle de l'aimer. Et elle crée du désir, elle crée de la langueur. En même temps, elle permet à l'amant de ne pas mourir complètement dans la sécheresse de la séparation. En même temps, elle permet d'activer encore plus son désir et d'activer encore plus sa sensation d'être séparé. Donc, à nouveau, vous voyez, c'est toujours ambivalent, c'est toujours d'un côté et de l'autre. C'est à la fois ce qui nourrit l'âme et ce qui aggrave son désir, puisqu'elle sent que c'est la présence d'une absence. Et on revient toujours à l'idée que le parfum, c'est la présence d'une absence. Ou encore, toujours Hafez, où est le zéphyr pour que je sacrifie au parfum de la chevelure de l'aimé mon âme qui saigne, nouée comme un bouton de rose. Nouée comme un bouton de rose, ça évoque l'ombilic. Et très souvent, Hafez va dire, en fait, le bouton de rose, il est comme l'ombilic. Il attend que la brise passe pour s'ouvrir, et quand il s'ouvre, c'est un parfum de musc qui s'exhale. Et en même temps, quand la rose s'ouvre, elle est de quelle couleur? Elle est de la couleur rouge comme le sang. Donc, on revient à l'idée que le bouton de rose, quand il s'ouvre, c'est comme l'ombilic que l'on déchire pour qu'il puisse exhaler son parfum.
Il faut donc la souffrance pour pouvoir sentir le parfum de la chemise de Joseph. Ça, c'est très important. Saadi, lui, il va réutiliser cette image justement en jouant sur cette ambivalence du musc qui est à la fois le parfum de l'aimé et le parfum et devient le parfum de l'amant parce que l'amant est complètement envahi par le parfum de l'aimé, parce que l'amant sait recevoir le parfum de musc de l'aimé. Il dit toujours dans le Jardin des Roses, alors là je vais peut-être vous le dire d'abord en persan parce que la musique de Saadi est juste intraduisible. Geli khoshbouy dar hammam rozi rasid az dast mahboubi be dastam بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم به گفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. Un jour au hammam, je reçus d'une bien-aimée une poignée de boue parfumée. Il faut préciser qu'au XIIIe siècle, nous n'avions pas encore Head and Shoulders et par conséquent, on se lavait les cheveux avec des boues odorantes qui étaient ou naturellement odorantes ou précisément dans lesquelles on avait mis un petit peu de musc pour les rendre odorantes. Mais c'était des boues qui lavaient les cheveux. Apparemment, c'était bien meilleur pour la santé des cheveux, mais bon. Donc un jour au hammam, je reçus d'une bien-aimée une poignée de boue parfumée. Je lui dis: es-tu musc ou ambre gris, ô boue dont la senteur m'a enivrée? J'étais une vile poignée de boue, dit-elle, mais j'ai fréquenté la rose parfumée. C'est sa perfection qui m'a transfigurée. Sinon, moi, je ne suis que terre, comme j'ai toujours été. C'est un tout petit poème, tout simple, qui a l'air de rien. Mais si on creuse un peu, on voit qu'en fait, tout ce que je vous ai dit et plus encore est contenu dedans. Comme toujours avec Saadi, l'air de rien. Il résume toute une tradition. Pourquoi? Bon, d'abord, ça part d'une réalité. Un jour, je suis au hammam et une bien-aimée ou un bien-aimé. Là, ici, j'ai dit une bien-aimée, j'aurais dû dire un bien-aimé parce qu'au hammam, a priori, Saadi ne peut pas être avec une bien-aimée. Parce que le hammam n'est pas mixte. Donc j'aurais dû dire d'un bien-aimé, mais ça n'a aucune importance. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le sexe ici importe peu, l'être aimé et l'être aimé. Donc l'être aimé au hammam lui donne, voilà, passe-moi ton shampoing, quoi, en gros. Et l'être aimé, pour une fois sympa, parce que souvent il donne pas, mais là il donne un peu de sa boue. Et cette boue, elle est évidemment parfumée. Et Saadi est totalement enivré. Donc là, je vous donne le niveau premier de l'interprétation. Donc, il est complètement enivré par ce parfum et il se met à parler à la boue. Et la boue lui répond, parce qu'en poésie persane, la boue, les fleurs, les pierres précieuses, les oiseaux, enfin tout le monde parle. Et le poète est un traducteur merveilleux qui sait parler. Il est une sorte de Salomon qui sait parler avec, ou une sorte de Saint François qui sait parler avec les éléments. Et donc, il lui pose la question, hein, es-tu musc ou ambre gris, ô boue dont la senteur m'a enivré? Et la boue lui répond, et lui répond d'une manière très convenable dans le chapitre concerné, qui est le chapitre sur l'humilité. Donc la boue lui dit, mais en fait, moi je ne suis rien. C'est parce que j'étais à côté de l'être aimé que son parfum s'est transmis à moi et que maintenant je peux t'enivrer de mon parfum. Sinon moi, je suis qu'une vile poignée de terre. Bon, ça c'est le degré 0, mais vous aviez compris tout ça. En même temps, je précise que certains bateaux refusaient en fait de transporter le musc parce que même quand c'était juste un tout petit coffre de musc, ça imbibait toute la cargaison du bateau. C'est-à-dire si vous mettiez quelque chose à côté du musc, ça imbibait tout. Donc si vous aviez par exemple des produits alimentaires, ça vous gâtait vos produits alimentaires. Hein. C'était vraiment, on ne pouvait pas mettre par exemple de la farine
dans une cale où il y avait du musc. Sinon, bon, le musc c'est bien, mais la farine qui sent le musc. Donc, il fait aussi référence à ça, c'est-à-dire au fait que quand vous mettez la boue, quand vous mettez quelque chose à côté du musc, le musc l'emportera toujours. Il imprégnera ce qui est à côté, même si ce qui est à côté est juste de la boue. Ça veut dire rien. Mais c'est beaucoup plus profond que cela, car ça renvoie à l'idée que l'être humain est fait d'argile. Et l'être humain a été façonné, donc l'argile de l'être humain a été façonnée par les mains mêmes de Dieu, ça c'est la version coranique de la création humaine. Et ce Dieu qui a façonné Adam dans de l'argile a ensuite insufflé en lui de son expire. Et vous avez vu tout à l'heure que le souffle était associé à la brise, surtout le souffle du poète, et évidemment le souffle de l'aimé, et donc le souffle de Dieu. Et on comprend alors qu'il veut dire « j'étais la glaise d'Adam, l'argile d'Adam », qui entre parenthèses dans le Coran est puante. Ce n'est pas juste de l'argile simple, c'est de l'argile qui pue. Eh bien, elle a été en compagnie de Dieu. Elle a reçu le souffle de Dieu. C'est ça qui lui a donné son parfum de musc. C'est pour ça que, à la fois les amants et les aimés sont musqués, puisqu'en fait les amants et les aimés partagent une chose, c'est d'être tous des produits de ce mélange d'argile et de souffle divin. Chaque être humain est porteur du souffle divin, donc chaque être humain, bien qu'une vile poignée de terre, est habité de ce parfum. Le tout, c'est de pouvoir le sentir, à la fois pour soi-même et pour les autres. Et en fait, ce que nous dit Saadi, c'est que la poésie a la puissance aussi de nous faire nous rendre compte que nous sommes, certes, une vile poignée de terre, mais une poignée de terre qui sent le musc. Et donc, notre nature profonde est d'être divine. Notre nature profonde est d'être imprégnée de ce parfum qui est le parfum de musc en réalité. Donc c'est tout cela qu'amène aussi le parfum de musc. Donc quand un poète persan dit musc, il dit aussi ça. Il dit aussi l'histoire de l'exil de l'âme dans le monde, de son argile qui est imbibée du parfum de l'aimé, etc. Il dit souffle divin. Quand il dit brise, qui souffle et qui vient du lieu où le soleil se lève, il nous dit aussi ce mythe en fait de la création de l'homme dans le Coran. Et on comprend mieux à ce moment-là pourquoi justement Hathor, et je reviens sur ce que je vous ai lu au début, nous parle de ce musc des secrets. Tu as répandu, ô Hathor, fin parfumeur, le musc des secrets dans l'univers entier. Ton doux parfum embaume les horizons du monde et tu as bouleversé ceux qui savent t'aimer. Et ce même Hathor, ça il le dit à la fin de son œuvre. Au début de son œuvre, il dit au sujet, non pas du prophète historique Mohammed, mais au sujet de la lumière mohammedienne en fait, c'est-à-dire la première émanation lumineuse du divin dans le monde, qui a fait la création, il dit « Le monde fut parfumé du musc de ses cheveux, et alors l'océan assoiffé de désir resta sur le visage, les lèvres asséchées. » Ça veut dire que la création du monde, de la terre, est une émanation du parfum de la chevelure de la lumière mohammedienne. Vous voyez l'image, où nous emmène l'image. Et que l'océan n'est jamais que, voilà, l'océan de l'être est resté assoiffé sur le bord de cette terre qui sent le musc. Au sujet du désir, le même Hathor nous dit « Il faut au désirant une grande patience. Il te faut le désir au-dedans de ton être pour que dans l'ombilique le sang devienne musc. Quand le désir s'étend du tréfonds de ton être, il peut noyer de sang l'univers tout entier. Qui n'a pas de désir, sache, n'est qu'un mort. Sache qu'il n'est qu'un mort. » Et on revient donc, sache qu'il n'est qu'un mort. Qu'est-ce qui peut le réveiller? C'est ce que Saadi, Hathor, Hafez, Rumi appelleront d'une même voix le souffle christique de l'aube. Ce souffle christique de l'aube qui permet donc
à la nature de renaître, mais aussi à l'âme qui n'a pas encore de désir, de redevenir vivante en sentant le parfum de musc et en se réveillant à son propre désir. Et vous voyez comment ce désir simple que Rudaki avait créé chez le roi, en évoquant juste le parfum d'une rivière et du corps de l'aimé, va devenir chez les mystiques tout un projet de vie. Vous voyez jusqu'où ils vont emmener juste cette simple idée que le parfum appelle à des mémoires archaïques et donc réveille le désir. Et là, c'est évidemment le désir suprême, celui de retourner à son bien-aimé divin. Et comme il est 20h15, je vais... conclure. Oui. Juste pour ce que je vous disais sur le fait de la mort, hein, Rumi dit par exemple, il me dit, n'étais-tu pas mort? Je dis, oh oui, je l'étais, mais quand ton parfum s'est exhalé, je suis sortie de ma tombe. C'est exactement ça. Où ça a dit, ce monde me rend heureux car ce monde tient son bonheur de lui. J'aime d'amour l'univers car l'univers tout entier fut créé par lui. Ô mon ami, chéris le souffle christique de l'aube. Peut-être ranimera-t-il ton cœur mort puisque ce souffle vient de lui. Et on retrouve donc ce souffle dont la caractéristique est d'être musqué. Et donc, en effet, comme il faut conclure, je vais conclure sur 2 poèmes. Un poème entier de Hafez, parce que je trouvais ça dommage de ne vous avoir donné que quelques vers. Un dernier. Alors là, c'est à nouveau une bien-aimée qui se... Alors, donc, juste le premier vers en persan pour ne pas qu'on soit trop frustré non plus d'entendre la voix du poète, en tout cas pour ceux qui parlent le persan. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد دولت پیر دگرباره جوان خواهد شد. Le souffle du zéphyr répandra le musc un jour. Ce monde devenu vieux retrouvera la jeunesse un jour. L'arbre de Judée tendra à la fleur la coupe couleur rubis. Les yeux du narcisse, le cœur battant, regarderont le coquelicot un jour. Cette tyrannique douleur dont le rossignol a souffert dans la séparation, au pavillon rouge de la rose, elle se dira en cri un jour. Si j'ai quitté la mosquée pour la maison du vin, ne m'en veuille pas, l'homélie est bien longue et le temps trop court, passera un jour. Ne remets pas mon cœur le bonheur d'aujourd'hui à demain, car qui te garantit que tu auras l'éternité un jour? De la rose précieuse reconnais la valeur, descendue au jardin, par ce même chemin, elle s'en ira un jour. Ô beau chanteur, c'est la fête de l'intimité, entonne tes odes et tes chants, cesse d'évoquer les choses passées et ce qui se passera un jour. C'est pour l'amour de toi qu'un jour Hafez est entré au pays de l'existence. Fais un pas pour lui dire adieu, car il repartira un jour. C'est pour une première partie de la conclusion. Ça se passe, je pense, de commentaires, parce que maintenant que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit, je crois que vous avez compris toutes les images et comment ces images, en fait, font écho les unes aux autres. Le jardin, le musc, le retour, la souffrance, le désir et l'espérance. Mais pour finir, je voudrais dire qu'en même temps qu'il y a toutes ces couleurs chamarrées et tous ces parfums sublimes dans la poésie persane et dans les jardins et dans les arts, et dans tout ce qu'ils ont construit pour représenter finalement quelque chose de la beauté perdue de Dieu dans ce monde, eh bien, tous ces poètes, surtout quand ils sont mystiques, pensent que quand même, au-delà de tout cela, il y a un au-delà des couleurs et des parfums et des formes. Et que finalement, le but, c'est de traverser ces formes pour arriver ensuite à un monde dans lequel il n'y a plus ni couleur, ni forme, ni parfum, puisque c'est le monde, cette fois-ci, de l'union, union dans laquelle on ne brûle pas, mais dans laquelle on devient soi-même lumière pure. Et donc, tout cela nous invite à réveiller notre désir
Mais quand on sera arrivé au bout du chemin, on oubliera les parfums. Mais cette fois-ci, ce sera pour se plonger dans le parfum de l'âme, qui finalement est sans odeur. Dans la lumière, qui finalement est sans couleur. Et c'est cela que nous dit le poète Sanoi, poète qui est vraiment le père de la poésie mystique, poète du XIIe siècle, lorsqu'il nous dit « Tant qu'en nous, lui, la forme rêvée de l'aimer, toute la vie en nous, nous pourrons regarder. Le cœur de la maison n'est guère plus qu'un désert, si au cœur se contemplent les visages aimés. Et quand le vœu du cœur est enfin exaucé, une épine vaut mieux que toute une palmeraie. Même si le souffle de l'air embaume le musc, si la terre revêt une soierie chamarrée, même si sur les arbres les fleurs écloses sont comme les Pléiades aux lèvres de l'aimé, même si dans le cœur de la pierre les tulipes sont comme de beaux visages, comme de beaux yeux au visage de fées, lorsque se lève enfin le soleil de l'amour, tout cela se dissipe, tout cela disparaît.